Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de C-Blue TV et de Blue Radio. Aujourd'hui, nous sommes sur un autre numéro de Temps de convaincre, couplé avec la parole au leader. Nous sommes avec des amis de Vision Macky 535. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Président Cyril. Bonsoir, Pamodi. Bonsoir, Secrétaire Général Abibatou Kane. Bonsoir. Bonsoir, Khadija. Bonsoir. Khadija Dia. Bonsoir, Djibril Sen. Bonsoir. Bonsoir, Docteur Thiam. Bonsoir. Eh bien, c'est parti pour une heure sur l'actualité politique nationale, caractérisée, entre autres, par la dissolution d'un gouvernement et la nomination d'un nouveau gouvernement. Quelles sont les attentes qui sont placées à ce nouveau gouvernement? Ses caractéristiques après le dialogue politique national, l'entrée d'une frange non négligeable de l'opposition, l'entrée de Yankoba Diattara, entre autres, de Rewmi, la présence stratégique de Idrissa Seck au Conseil économique, social et environnemental, Omar Sarr, ancien dirigeant du PDS, entre autres. Le président vient de réunir au Conseil sous le mode fast-track, en donnant des instructions très fermes pour l'accélération du plan Sénégal émergent, notamment le presse. L'économiste ne me démentira pas, Djibril Sen. Eh bien, chers amis, quelles sont vos impressions? Je voudrais commencer par le président Cyril Paris. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier, M. Pamodi, de l'honneur que vous me faites pour parler, n'est-ce pas, d'abord, du remaniement ministériel intervenu ces derniers jours. Moi, je pense qu'il faudrait tout d'abord qu'on félicite son Excellence, M. le Président Macky Sall, qui à un moment a su comprendre qu'il fallait rénover, changer, afin que ces programmes puissent, n'est-ce pas, puissent vraiment être accélérés comme il le veut. Et nous avons vu aussi que dans ce remaniement, il y a des nouvelles, n'est-ce pas, personnes qui n'étaient pas dans la majorité, n'est-ce pas, présidentielle, mais qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le président Macky Sall pour le Sénégal, pour un Sénégal émergent. Et à cela, je peux citer M. Idrissa Seck, M. Yankoba Diattara, qui est dans le Rewmi d'Idrissa Seck. Donc nous ne pouvons que saluer, n'est-ce pas, cet aspect nouveau, n'est-ce pas, que ce nouveau gouvernement. Bien, le nouveau gouvernement, il est aussi issu d'un dialogue politique. Je voudrais avoir l'avis de Khadija, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce gouvernement, de sa formation? Est-ce que le moment était opportun ou non? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Merci, M. Pamodi. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette occasion qui nous est offerte de parler de ce nouveau gouvernement. Un gouvernement qui a été mis en place pour répondre un peu aux attentes du dialogue national. Donc c'est un gouvernement d'union et de relance, suite de relance post-Covid. Et je vais abonder dans le même sens que mon président pour féliciter encore une fois le président Macky Sall, notre leader, qui a su comprendre qu'avant d'être opposants, ils sont avant tout des Sénégalais. Donc les positions peuvent diverger, donc ça ne manque pas, on est en politique, chacun a cette ambition de service au pays. Donc je dis que ce gouvernement vient à son heure et je salue également la présence des femmes qui vraiment renforcent le leadership féminin. Merci. Bon, pour rester sur la question des femmes, la promotion du leadership féminin, c'est avec la nomination de Aïssata Tall Sall à un poste stratégique, la diplomatie.
c'est un poste de souveraineté nationale, confié à une femme qui a eu de l'expérience. Est-ce qu'on peut tracer et dresser rapidement le profil de cette dame, Madame Abibatou Kane? Merci beaucoup, Monsieur l'éminent journaliste Pape Mody. Merci pour cette invitation à parler de l'actualité qui nous concerne tous en tant que Sénégalais, mais aussi en tant que responsable politique et aussi en tant que membre secrétaire général de la vision Macky 535. Merci Président. Cette opportunité, nous la prenons pour dire en fait et renouveler toutes nos félicitations, comme vient de le dire ma collègue Khadija, au Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui encore une fois a honoré les femmes. Pour moi, la nomination de Mme Aïssata Tall Sall en tant que ministre des Affaires étrangères vient encore renforcer la diplomatie sénégalaise. Étant donné que Mme Aïssata Tall Sall était dans un gouvernement au temps du PS, ministre de la Communication. Ministre de la Communication, justement, cela va relancer encore et aussi le Sénégal au niveau extérieur. Donc, je salue cette nomination en tant que femme, mais je salue aussi cette nomination de Mme Aïssata Tall Sall, tout étant une femme leader qui a des compétences avérées. Parce qu'elle a dirigé un mouvement qui s'appelle Oser Croire. Oser l'avenir. Oser l'avenir. Sur elle, je pense qu'on peut compter sur elle pour relancer. D'autre part aussi, c'est une brillante avocate qui connaît les affaires et puis donc qui a de l'entre-jambe. Merci beaucoup. Elle va porter haut la diplomatie sénégalaise. Merci. Et revenons sur les questions économiques. Le contexte qui n'était pas facile du tout. Nous l'avons connu avec la pandémie. Je m'adresse à l'économiste Djibril Sène. Est-ce que la chute de l'économie, c'est-à-dire le taux de croissance, les difficultés qui sont rencontrées dans différents secteurs, est-ce qu'on pouvait continuer comme ça sans avoir un gouvernement de résilience? Quelle est votre lecture? Merci, mon frère Pape Mody. Et très content à ce que vous m'associez à cette émission. Je m'associe aussi aux félicitations adressées au président de la République par mes camarades. Mais permettez-moi de dire d'emblée que le paradigme d'une société, de l'intérêt que nous avons, nous commande à ce que tous ensemble nous pointions les intérêts et les priorités de notre société. Ça, c'est un. Le président de la République, effectivement, cette ouverture peut étonner certains, mais faisant un peu son parcours, il a été toujours un homme d'ouverture, un homme de dialogue. Combien de fois il a tendu son bras, sa main, pour que les Sénégalais se retrouvent pour parler uniquement des intérêts du Sénégal. Et cette fois-ci, il faut se dire qu'il a réussi un coup de maître. Lorsqu'il a fini de le faire, effectivement, il y a une clameur qui s'était élevée. Et cette clameur a enflé. Heureusement qu'il y a eu des Sénégalais responsables. Et heureusement que ces Sénégalais représentent la majorité qui sont venus avec une certaine lucidité. Et ce pays a besoin de cette lucidité pour savoir que c'est ensemble que nous devons pointer les priorités de ce pays. Les priorités, parlons-en. Et quand on parle de priorités, vous m'avez questionné tout de suite par rapport à des questions économiques. La pandémie qui est passée à travers ce monde n'a laissé personne debout. Le Sénégal, un des pays les plus pauvres sur cette planète, ne pouvait pas échapper à cette pandémie. Mais heureusement que nous avons eu un leader qui, à temps, a su prendre les décisions qu'il fallait
au moment qu'il fallait, même dans la difficulté. Et le résultat aujourd'hui, notre pays, le Sénégal, sous la direction du président Macky Sall, s'est montré un des pays les plus résilients par rapport à cette pandémie. Et ça, ce n'est pas une affirmation interne à nous, c'est une affirmation internationale. Donc, alors, et l'intelligence qu'il a mis par rapport à tout cela, pour protéger cette économie qui effectivement a fait une chute quasi libre, c'est de pointer les secteurs essentiels sur lesquels il faut se baser pour faire une véritable relance économique. Quand il nous parle de l'agriculture, je parlerai uniquement de l'agriculture. Quand il nous parle de l'agriculture, et que cette agriculture débouche sur le consommé local, le président de la République est en train de réaliser le rêve de tous les Sénégalais, le rêve qu'ont eu les jeunes même. Parce que si on suit les jeunes de ce pays-là, ils ont toujours voulu que l'on travaille sur nos propres moyens, à base de nos propres moyens pour se développer, sans trop compter sur l'extérieur. L'extérieur, nous sommes obligés de compter avec eux parce que ce sont des partenaires. Nous ne pouvons pas vivre en vase clos, nous les Sénégalais. Mais faisons ce que nous avons à faire à partir de nos possibilités, à partir de notre agriculture. Je reste encore avec vous, oui, parce que le Conseil présidentiel consacré à l'investissement appelé justement à cette nouvelle lecture, c'est-à-dire l'implication du privé national dans les grands projets. Et on a vu le privé national qui a décidé d'investir dans une centrale électrique pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. Alors, est-ce que la préférence nationale peut être développée par le privé national? Mais moi, je n'ai jamais douté de cela. Sur le plan politique, tout a été fait pour que le privé national sorte de terre. Mais aujourd'hui, la pandémie oblige tout le monde, même le privé national, à développer tout, à développer cette économie. Donc, il n'y a pas de doute que le privé national a les capacités, avec l'accompagnement de l'État, avec l'accompagnement de certains de nos partenaires, pour que notre économie se relève et se relève d'une bonne manière. Bon, revenons sur l'ouverture et la cohésion gouvernementale. Il y a eu des départs et des nouveaux entrants. Disons, est-ce que le président a su jouer sur les équilibres nécessaires pour pouvoir poursuivre sa vision? Oui, oui, moi je pense que c'est pas ce que les gens pensent en disant que par rapport à ce départ, qu'il s'est passé des choses. Je ne le crois pas, et ce n'est pas de mon avis. Et je pense que dans toute structure, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui partent, qu'il y ait aussi des gens qui viennent. Et c'est de l'ouverture au niveau, n'est-ce pas, de la majorité sociologique pour assurer que son Excellence M. Macky Sall, n'est-ce pas, tend la main à tous les Sénégalais, de tous bords, qui ne fait pas une gestion, n'est-ce pas, exclusivement de la majorité présidentielle, mais une gestion inclusive, ouverte, n'est-ce pas, à ses fils, tous les fils de la nation sénégalaise. Donc je pense que ces départs, donc on le verront d'une autre manière, mais nous nous jugeons par la force des choses que c'est dans l'ordre naturel. Dans l'ordre naturel, et le naturel nous rattrape aussi avec l'émigration des jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'emploi des jeunes et de l'employabilité des jeunes. Et si on en parle, ce sont les familles qui sont principalement affectées. Et en premier lieu, les femmes. Khadija, croyez-vous qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le suicide collectif, une sorte de suicide de la jeunesse qui prend des barques, des embarcations très précaires, est-ce que c'est une solution alors que, comme l'a développé tout à l'heure Djibril Sène, il y a une véritable résilience économique qui se développe, avec une proposition de créer des emplois, pas le secteur privé, dans différents secteurs.
qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'informel, etc., et dans le transformationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, avant de répondre à votre question, Pamodi, permettez-moi, au nom de Vision 535, de présenter nos condoléances aux familles des victimes. Donc, c'est une situation vraiment que nous déplorons, une situation tragique, parce qu'à ce jour, nous comptons 480 jeunes disparus. Donc, des jeunes à fleur de l'âge qui pouvaient vraiment servir le pays. Donc, nous présentons encore une fois nos condoléances à toute la nation sénégalaise. Donc, pour répondre à votre question, il faut noter avant toute chose que c'est un phénomène qui date. Et de ces temps-ci, nous remarquons une recrudescence de ces cas, donc liés un tout petit peu au manque d'emploi des jeunes. Donc, je ne dirais pas que c'est la principale source de motivation. Mais pourtant, il y a l'ADER, la direction de l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes, pour les femmes. Il y a beaucoup de projets, les DAC, par exemple, les domaines agricoles communautaires. Il y a beaucoup de possibilités pour la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas une question de communication en direction de cette jeunesse? Oui, donc il y a ça aussi, parce que j'invite, donc c'est une occasion également qui va donner de communiquer directement à mes pairs, donc à cette jeunesse, pour les inviter à se rapprocher des structures mises en place par l'État, justement pour les assister dans la formation, dans l'insertion professionnelle. Donc je les invite à aller vers l'information. Ce sont des structures qui existent. Donc ils sont là pour accompagner la jeunesse. Des structures pour accompagner la jeunesse, justement, Abibatou, est-ce que ce n'est pas le moment, est-ce que le président en a parlé, le fast track, ça doit concerner l'information. Est-ce que c'est les populations qui doivent venir vers le gouvernement, ou ce sont les gouvernants qui doivent aller vers les administrés? C'est-à-dire l'administration de proximité qui a été préconisée par le président au début de son mandat. Effectivement. Je rejoins ma camarade Khadija pour dire qu'en fait, l'information devrait être transversale. Je veux dire que ces structures mises en place par l'État du Sénégal, les jeunes aussi doivent être motivés à aller vers ces structures pour s'informer. D'autant plus que aussi les gouvernements ou les ministères, comme le ministère de la Jeunesse, qui s'occupe exclusivement des préoccupations de la jeunesse, doivent aussi aller vers ces jeunes-là pour les inciter à vraiment s'intéresser davantage à ces formations qui sont offertes, à ces financements aussi qui sont là, et les former surtout à vouloir effectivement s'intégrer dans l'agriculture, comme l'a dit tout à l'heure M. Sen, les domaines agricoles communautaires. Les jeunes aussi doivent s'inverser dans ce sens. Peut-être ils veulent coûte que coûte aller à l'étranger, mais pour moi, même s'ils aillent à l'étranger, ils vont trouver ces genres d'activités ou ces genres de métiers, ce qui d'ailleurs ne les intéresse pas ici dans leur pays. Pourtant, s'ils s'intéressent à ces activités, ils peuvent s'en sortir. D'autant plus qu'ils payent très cher pour aller dans ces pirogues, pour aller dans ces embarquements précaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense aussi qu'ils doivent aller vers l'information, tout autant que les gouvernements ou les ministères aussi doivent créer cet environnement pour vraiment informer ces jeunes. Alors donc, est-ce que dans cette question-là, pour revenir à Khadija, est-ce qu'il suffit de créer un gouvernement pour régler ces problèmes? Est-ce qu'il suffit de créer un gouvernement pour régler ces questions? C'est-à-dire qu'il est constaté que tous les ministres, ils ont le profil de l'emploi. On peut espérer, mais la rupture s'impose. Et je pense que cette dynamique-là que le président veut imprimer au nouveau gouvernement. Est-ce qu'il n'était pas temps
d'avoir des gens à la hauteur de la vision du chef de l'État. Oui, tout à fait. Et là aussi, c'est remercier encore une fois son Excellence pour la confiance renouvelée à l'endroit de notre camarade Néné Fatoumata Tall. Donc ça déjà, dans ce nouveau gouvernement, on réintègre l'ancienne ministre de la Jeunesse, ce qui fait qu'à un moment donné, elle a été à la hauteur des tâches qui lui sont confiées. Donc vous avez tout à fait raison. Donc le gouvernement a mis en place des structures, mais avant toute chose, ça doit provenir de soi-même. Donc ça doit être un travail personnel. Donc j'invite les jeunes à plus d'initiatives, à être entrepreneurs. L'éducation, elle est facilitée, donc on a accès à l'éducation. Bien vrai qu'on note quelques failles parce que le système, donc on ne peut pas prétendre à un système 100% donc, efficace, mais l'État est en train de faire de son maximum pour quand même assurer la formation adéquate aux jeunes. Bon, on revient sur oui. À cette jeunesse. Donc là aussi, c'est une invitation. Merci. C'est une invitation à être plus entreprenant. Voilà, donc à créer à être plus entreprenant. Donc on revient chez l'économiste, c'est le capital humain. Ouais. Est-ce que nous avons le capital humain de qualité? Est-ce que le profil du Sénégal industriel construit, du Sénégal avec la souveraineté agricole, disons la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, et le troisième niveau, c'est la souveraineté alimentaire. Alors, est-ce que nous nous inscrivons, nous avons la politique d'éducation en adéquation aux métiers actuels et du futur liés à la vision du chef de l'État du plan Sénégal émergent? Mais vous avez parlé du plan Sénégal émergent. Un des piliers du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain. Et ce capital humain, moi je dis qu'il existe dans ce pays, jusqu'à un certain niveau. Mais il faut comprendre une chose, le capital humain n'est jamais stable, n'a pas de limite. C'est-à-dire, dans la vie, autant qu'on vit, autant on veut être formé, on doit être formé pour progresser, pour connaître autre chose, pouvoir faire autre chose, entrer dans des choses un peu plus évolutives. Et mettre en place ce capital humain passe effectivement par les structures qui ont été mises en place pour former les jeunes à avoir des métiers. Mais aujourd'hui au Sénégal, ce qu'il faudrait faire aussi, au-delà de donner de l'espoir aux jeunes par rapport à ça, il faut leur enseigner à avoir de l'espérance. Parce que très souvent, l'espoir disparaît en fonction des événements. Et l'espérance, nous la portons en nous et nous attendons, quelle que soit la dureté de la vie. Le président Macky Sall l'a compris depuis, et il sait que cette espérance, il faut l'accompagner. Comment l'accompagner? Effectivement, il faut mettre autant de structures pour donner à ces jeunes la possibilité d'éclore. Les jeunes d'aujourd'hui ont la possibilité d'apprendre, mais au lieu d'aller être un ouvrier, mais d'être des patrons de société. Et c'est à ça qu'on les appelle. Quand démarrera l'agriculture, quand nos ressources naturelles seront là et qu'on aura à commencer à l'exploiter. Mais combien de métiers on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va attendre que les Africains de la sous-région vont venir encore une fois de plus occuper ces métiers? Pour l'histoire, ça fait 2 jours, je discutais avec des gens sur le moteur Twitter. Sur un truc de journal, il indique un jeune homme, bachelier de je ne sais pas quoi, qui se trouverait au marché Thiaroye en vendant du piment. Ben, moi, je dis, mais ce n'est pas étonnant. Pour qui connaît le piment, ce n'est pas étonnant. Et ce jeune-là, il est intelligent. Le piment, aujourd'hui, au Sénégal, vous allez l'acheter chez l'agriculteur à 750 francs le kilo, vous revendez à 1500 ou 2000 francs le kilo, et ça se vend.
regardez combien on peut trouver de marge. Mais c'est ça, c'est dans ces trucs-là qu'il faut porter les jeunes, pour leur faire savoir, pour leur faire connaître où se trouve l'ouverture, les niches pour gagner beaucoup plus d'argent, tout simplement, sans être un super doué intellectuel, mais on gagne facilement de l'argent. Et j'ai dit, la production agricole que nous avons, la production horticole que nous avons, a la possibilité de faire gagner autant d'argent à ces jeunes. C'est pour cela aussi que je salue tous ces programmes de PRODAC, de DAC, ainsi de suite, tout ça. Et ça, c'est aussi, c'est le progrès, c'est une bonne vision par rapport à cette jeunesse. Merci, d'ailleurs, c'est le temps de faire un clin d'œil au docteur Macoumba Diouf, le directeur général de l'horticulture, qui a fait des performances dans le secteur et qui est vraiment un grand monsieur qui maîtrise ces dossiers-là. Alors, c'est aussi l'occasion de faire un tremplin. Vous avez parlé des valeurs. Vous allez parler du jeune de demain qui doit porter la vision du chef de l'État. Un grand monsieur qui incarnait l'éducation, la formation, qui était un homme de parole, un historien émérite, vient de nous quitter. Il s'agit du professeur Iba Der Thiam. C'est l'occasion pour nous de lui rendre un hommage, parce que c'est lié à l'actualité. Quelle lecture vous en faites? Oui, vous savez, Pamodi, quand vous citez le professeur Iba Der Thiam, cela me touche personnellement. Parce que je me rappelle, entre 2009 et 2010, lorsqu'il était le président du comité d'organisation de l'inauguration du monument de la Renaissance, il m'avait coopté comme membre de l'organisation. Et je me rappelle aussi, en pleine conférence des leaders, devant les Djiboka, devant les Mamadou Diop Decroix, il me mettait toujours en valeur. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dans ma carrière politique. Donc je lui rends un vibrant hommage pour ce qu'il est, ce qu'il a eu à faire dans ce pays et pour son immense travail qu'il a légué à notre jeunesse. Donc je pense que c'est une perte immense. C'est une grande perte. Non seulement ça pour le Sénégal, mais pour l'Afrique tout entière. Eh bien, qu'est-ce que vous en... Un mot sur le professeur Iba Der? Voilà, comme l'a dit le président, encore une fois, renouveler nos condoléances à toute la nation sénégalaise. Effectivement, le professeur Iba Der Thiam, nous, peut-être quand qu'il fut ministre de la République, je pense qu'il était ministre. Oui, il a été ministre de l'Éducation. Voilà, je ne me souviens pas parce que peut-être que j'étais encore plus jeune. Mais il fait partie de ceux qui ont créé les États généraux de l'éducation et de la formation. On l'a vu aussi écrire l'histoire du Sénégal. Donc, ce qui est bon, il nous a laissé un bon legs en tout cas. Il nous a laissé un bon legs. Ce qui lui a valu aussi que son Excellence, le président Macky Sall, lui a rendu aussi un hommage en donnant son nom à l'université de Thiès. Donc voilà, on renouvelle encore toutes nos condoléances à la nation sénégalaise et à toute l'Afrique aussi. Déjà? Donc moi je dirais que c'est une bibliothèque qui a brûlé. Donc on a perdu un grand homme. On a lu Iba Der Thiam et c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui a forgé notre amour de la patrie. Donc au nom de tous mes camarades, au nom de BM 535, nous présentons encore nos condoléances à toute la nation sénégalaise, particulièrement à sa famille. Merci. Djibril, un mot? Et pour que M. Thiam, moi je disais que, dans un tweet toujours, parce que je disais, M. Iba Der Thiam, lui aussi s'en va, c'est un pan de notre bibliothèque qui s'en va. Et ce qu'il faut ajouter, et que beaucoup de personnes ne savent pas, moi je l'ai appris tout dernièrement, que M. Iba Der Thiam avait alloué une bourse de 50 000 francs, si je ne me trompe, à la construction, je pense bien, de la mosquée de Pire, et que depuis 6 ans, tous les mois, il respecte cela. Tous les mois, il leur envoie un chèque de 50 000. Il n'a jamais manqué cela. Le dernier chèque, je pense bien que c'est parti le mois dernier. Donc, ce sont des personnes, des patriotes, qui font ce qu'ils ont à faire, mais sans tintamarre,
sans publicité, sans propagande. Voilà des valeurs qu'il faut donner à cette jeunesse. Iba Der Thiam fut un vrai patriote. Un grand patriote, le professeur Iba Der Thiam, qui s'est distingué dans l'histoire, dans l'enseignement de l'histoire. Le professeur a enseigné donc les traits d'union des peuples. Dans cet exercice où il excellait, il a su retenir et pratiquer la médiation sociale et politique qui l'ont élevé, qui ont élevé l'homme au rang de voix du peuple, de porte-parole de l'être social. Eh bien, c'était un grand pédagogue émérite, un amoureux des Écritures, un temple du savoir et de l'histoire de l'Afrique. Donc, l'hommage que vous venez de lui rendre est un hommage mérité. C'est l'hommage de toute la nation. C'est l'hommage de tous les intellectuels du Sénégal et de l'Afrique. C'est aussi l'hommage de la diaspora, comme tu le disais tout à l'heure, à l'occasion du festival du FESMA, le dernier tenu au Sénégal. Il a dirigé de nombreux colloques qui ont montré la place de l'homme noir dans la civilisation de l'universel. Temps de convaincre est terminé pour aujourd'hui. Ce sera pour un autre numéro et sur d'autres sujets, avec aussi en duplex la parole au leader. Je vous remercie. Merci.